Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de mener une interview très intéressante aujourd'hui et de surcroît aux États-Unis, à Atlanta, où nous allons voir un jeune Camerounais qui a fait un parcours très intéressant pour nous tous et avec lequel nous allons essayer de voir un peu les détails de ce parcours-là. Francis, bonjour, comment ça va? Bonjour Didier, comment tu vas? Ça va très bien. Merci de nous recevoir ici à Atlanta aujourd'hui pour un peu parler de ta personne, de ce que tu as fait jusqu'ici et un peu voir comment est-ce que nous pouvons nous en inspirer. L'objectif de cette émission, de ces interviews, c'est de faire en sorte que l'Afrique, le Cameroun soit au courant de toutes ces compétences qui sont éparpillées dans le monde ou bien qui sont rentrées au Cameroun ou bien en Afrique après des expériences dans les pays très avancés, afin de faire en sorte que tout le monde soit bien au courant de l'existence de ces compétences-là et de voir après, en fin de compte, comment est-ce que ces compétences peuvent être exploitées par nos pays. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer droit dans le sujet. Et je commencerai par dire que Francis, comment ça va ici à Atlanta? Oui, ça va bien. Bon, nous sommes en été et le climat il est bon. Et l'infrastructure est là. Ça fait bien vivre ici, quoi. Ok. Et donc, tu te sens bien? Tu n'es pas... Le Cameroun ne te manque pas souvent de temps en temps? Je ne peux pas dire ça. Le Cameroun, ça me manque. Tu ne peux pas voir ce que tu vas voir au Cameroun ici, quoi. Tu vois, chaque coin, chaque endroit a ses avantages et ses inconvénients. Mais ça ne peut pas remplacer le Cameroun naturellement. Mais c'est différent. Ok. Ça a aussi ses avantages et ses inconvénients d'être ici à Atlanta. Moi, je l'ai trouvé il fait un peu trop chaud ici, plus qu'à Yaoundé. Oui, il fait chaud comme à Douala, mais nous avons un peu moins d'humidité. Ok. Et ce qui fait que le climat est un peu perçant. Oui, ça donne l'impression qu'il n'y a plus de soleil. Ok. Sinon, bon, c'est très semblable à la ville de Douala, quoi. D'accord. Bon, donc, comme quelqu'un qui a grandi à Douala, ça va, quoi. Tu es dans ton élément ici. D'accord, oui, c'est sûr. Alors, on va commencer. D'habitude, on essaye de voir le parcours des gens du moment où ils décident de quitter le Cameroun jusqu'à quand ils font leurs études, que ce soit en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays, et puis ce qu'ils deviennent après. Mais je crois que dans ton cas, on va directement, quand tu finis les études en Allemagne, c'était en quelle année et qu'est-ce que tu fais directement après ça? En fin 99, début 2000, je suis en train de clôturer avec mes études en Allemagne, l'informatique de gestion. Pendant que j'étudiais, je travaillais aussi comme étudiant Hiwi, studentische Hilfskraft, dans des sociétés où je programmais et je travaillais comme consultant déjà dans les banques. Okay. Alors, finissant mes études, j'ai commencé dans une société à Erlangen du nom Matema. À Erlangen. À Erlangen, en Allemagne, où je consultais les banques, j'entraînais les employés de banque comment programmer Java. Okay. Et je leur aidais à construire des logiciels orientés web. Et après ça, tu as changé d'employeur ou bien? Oui, bon, j'ai travaillé avec la société Matema pendant 4 ans, pendant mes 2 dernières années d'études et les 2 dernières années après les études. Et pendant la crise de 2001-2002, j'ai décidé de choisir une banque pour rassembler l'expérience de l'autre côté du fleuve, quoi. Comme consultant, on vient sporadiquement, on résout un problème, on s'en va, mais on n'a pas l'opportunité de gérer un projet du début du projet jusqu'à sa mise en exploitation. Ayant un job comme chef de développement de logiciels dans une banque, j'avais la chance de prendre la responsabilité d'initier un projet et de le conduire à l'exploitation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé de côté, j'ai quitté le consulting pour avoir un poste fixe dans une banque. C'est quelle banque encore? La banque s'appelait Norris Bank. Norris, c'est le mot du Moyen-Âge pour Nuremberg. Ah, d'accord. Norris, c'était la banque principale de Nuremberg, la Norris Bank. Ok. Et là, qu'est-ce que tu as mené quel projet là-bas plus précisément?
Bon, la raison pour laquelle j'ai eu le job à la Norris Bank, c'était construire un département moderne de développement logiciel. Okay. Au moment où j'arrivais, ils ne faisaient que des développements COBOL, ça veut dire des langages de programmation pour des anciennes machines. Et ils avaient besoin d'une nouvelle équipe. Et avec ma réputation dans le monde du développement Java dans l'Allemagne, ils ont pu me contacter et m'offrir la position. Et mon travail, c'était construire cette équipe. J'ai construit l'équipe et le projet principal avec lequel j'ai réalisé ma mission, c'était le projet EasyCredit. Ah, EasyCredit, moi j'ai entendu parler de ça. Oui. Quand j'étais étudiant, on faisait beaucoup de publicité sur EasyCredit. Je ne savais pas que c'est un Camerounais qui était derrière ce projet. Bon, je suis l'initiateur de la nouvelle architecture du produit EasyCredit. Avant que je n'arrive à la banque, le crédit à la consommation, le crédit sans garantie bancaire, on peut dire, il existait déjà d'une manière archaïque dans le système, mais c'était une banque qui était basée sur la gestion, qui était orientée à la gestion des comptes courants, mais elle était à la recherche d'une inspiration. Donc, leur proposant d'intensifier l'automatisation de la demande du crédit à l'Internet. Nous leur avons amené sur l'idée de se spécialiser sur ça. C'était une niche, l'Internet venait de sortir. L'Internet n'était pas encore bien connu par les banques. Et quand ils ont accepté notre proposition d'automatiser la demande du crédit à la consommation et d'ouvrir le marché au public non physique, quoi. Donc, permettre à quelqu'un de son ordinateur chez lui et de n'importe quel lieu dans l'Allemagne. J'ai demandé un crédit. J'ai demandé un crédit et ça a changé les règles du jeu. Donc, EasyCredit, c'était un logiciel qui permettait en 30 minutes à chaque résident allemand d'entrer ses données en ligne, les faire vérifier et d'avoir une proposition de crédit verbindlich. Bon, il faut traduire le mot. Ça veut dire la proposition était une offre. C'était comme un contracteur, c'était une offre liée, quoi. La banque a accepté de te donner ce crédit, ils vont te donner ce crédit, ils vont plus refuser. Et en général, après 1 ou 2 jours, l'argent était dans le compte du client. Si vite que ça, sans même le voir. Non. On avait des processus de validation. De vérification de fiches de salaire. On avait des processus de vérification de la crédibilité du client, comme le Schufa en Allemagne, où nous étions la première banque qui avons connecté la Schufa en ligne pour automatiquement vérifier la crédibilité d'un applicant, d'un demandeur de crédit. Alors, ayant ces ressources, ce n'était pas nécessaire de voir la personne. D'accord, puisqu'on avait toutes les informations. Et on travaillait avec la poste pour la validation de l'identité de la personne. Donc, il suffisait que tu t'arrêtes à l'agence de poste le plus proche de chez toi, tu montres ton identité et ça nous suffit. La poste nous passe ça électroniquement, le dossier est complet et si tu le fais vite en 2 jours, le contrat est signé et tu as le crédit. Je crois que ça c'est dans un pays comme l'Allemagne qui est très organisé où l'enregistrement des citoyens ou la crédibilité des citoyens est gérée par une institution. C'est facile à connecter ces choses, mais brièvement il s'agissait des crédits de quel ordre? Parce que le crédit de consommation c'est... Un crédit à la consommation, généralement, il y a les crédits à garantie, comme les crédits immobiliers, généralement. L'immobilier, objet du crédit est la garantie du crédit. Un crédit à la consommation, c'est un crédit dont on reçoit sans une garantie quelconque. Quand le donneur de crédit vérifie votre fiche de salaire, il vérifie que vous êtes un salarié courant, il espère que vous allez payer les amortissements. Vous allez rembourser chaque mois. Et alors, ça varie entre 1000 € et 75 000 €, dépendant, et pour une période entre 12 mois et 7 ans, 4 mois. Donc, selon la crédibilité de la personne, on savait quel genre de crédit on... Exactement. Nous avions des systèmes de gestion de risque qui nous permettaient de déterminer
le maximum de crédit à donner à chaque personne et de calculer aussi la rançon à payer mensuellement. Ok, les intérêts que la personne devait payer. Bon, maintenant, est-ce que qu'est-ce que l'aspect web la modernisation de ce système que tu as apporté, est-ce que ça a eu un impact sur les revenus de la banque? Oui, c'est la première fois où j'ai vu l'effet de la technologie, de l'information et des réseaux. Okay. Notre banque elle faisait environ 400 millions de chiffres d'affaires par an. Et après avoir déployé EasyCredit en fin 2003, en fin 2004, nous avions un revenu de 1,6 milliard d'euros. Oh, ok. 4 fois le revenu. Pourquoi? Parce qu'on avait ouvert le marché. Il ne fallait plus que demander le crédit marche pour aller dans une agence physique de la Norris Bank pour demander le crédit. Il suffisait d'aller à l'internet et de le faire. C'était une nouvelle ouverture. Vous savez, c'est difficile d'aller demander à quelqu'un j'ai besoin d'argent, mais si vous pouvez le faire anonymement devant votre ordinateur, ça ouvre un horizon pour des nouveaux clients et le Hemmschwelle, donc le Hemmschwelle. C'est-à-dire la peur, oui, les gens se surpassent. La peur, devant ton ordinateur, tu es devant ton ordinateur et tu peux mettre des données. C'est différent et ça, c'est ce qu'on appelle créer de nouvelles opportunités. Okay. Et le système, c'est là où on a vu l'avantage de la modernisation des systèmes et de l'ouverture. Les agences font des heures d'ouverture et de fermeture, mais ton ordinateur n'a pas d'heure d'ouverture et de fermeture. Bon, les gens pouvaient même à minuit le remplir dès que le besoin se présente. Et est-ce que, pour clôturer cet aspect de EasyCredit, est-ce que les gens remboursaient le crédit? Oui, bon, quand on va... C'est la gestion de risque. Et je crois que statistiquement, dès le départ, c'est prévu qu'un certain nombre de personnes ne vont pas rembourser, c'est calculé dans le business. Okay. D'autre part, il y a de très grands risques que nous avons pris, mais qui étaient des risques mesurés, planifiables. Par exemple, la loi allemande demande qu'un crédit soit validé par un contrat physique sur papier signé. Et nous avons accepté que les clients nous envoient des signatures scannées électroniques. Okay. Et nous avons perdu certains procès parce que le juge a demandé de voir le papier physique comme la loi le donne. Mais une fois de plus, ça c'est des risques statistiquement mesurables. Nous savions que nous pourrions avoir 3 à 5% de personnes qui vont default, qui ne vont pas, qui vont faillir, ne pas payer, on va se retrouver au tribunal. Et dans ces 5%, peut-être la moitié ou le 1/3 va gagner le procès parce qu'on n'a pas respecté la règle. Mais c'est le business. L'intention, c'était vraiment d'automatiser et d'ouvrir le marché, de prendre ce risque. Et là, ça marche toujours bien. Ça marche bien. C'est l'une des banques les plus innovatives en Allemagne pour le crédit à la consommation. Norris Bank, ça existe. Actuellement, elle s'appelle Teambank quand on a constaté que le nom Norris était le nom du Moyen-Âge. Okay. Ils ont vendu les comptes courants à la Deutsche Bank pour se concentrer sur EasyCredit. Ah bon? Oui, et elle ne fait que EasyCredit. Donc EasyCredit est devenu leur cœur de métier. Et oui, ils en font beaucoup d'argent avec. Et bon. Je suis sûr que beaucoup d'Allemands même ne savent pas que c'est le rôle que tu as joué en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, dans ce EasyCredit. Là, ça nous rend fiers. Dans certaines conférences, quand on mentionne EasyCredit, ils viennent après dire oh, vous étiez celui qui. Oui, nous avons développé EasyCredit. Oh, waouh, super. Non, ça c'est bien, je crois qu'on en reviendra plus tard, peut-être que des systèmes comme ça peuvent arriver chez nous en Afrique. Mais quand on écoute le succès fulgurant que tu as eu à Norris Bank, devenu Team Bank, on s'attend à ce que tu passes des années là-bas, tu deviennes un grand chef, mais toi tu as démissionné pour créer une entreprise. Au Cameroun, en Afrique, les gens ne comprendront pas ça. Comment quelqu'un peut quitter un beau job pour aller dans l'incertitude, bien payé, pour aller dans l'incertitude de l'entrepreneuriat? Comment est-ce que quelle est la genèse de ta société Adorsis? Bon, grandissant comme fils de commerçant,
Grandir dans le commerce, ça a ses avantages et ça a son désavantage. Et aussi, comme tu le vois, développant EasyCredit pour une banque, multipliant le chiffre d'affaires de la banque par 4, ça ouvre des horizons. Des perspectives, ouais. Et bon, au début même, ce n'était pas l'intention d'avoir une société à moi. Je voulais la diversité dans la tâche de l'informaticien. Donc j'ai passé 1 an à essayer à convaincre mon employeur de détacher mon département pour nous permettre de diversifier nos activités pour que je garde mes gardes, parce que l'informatique c'est un métier où dès que ça devient boring, dès que ça devient langage, ennuyeux. dès que ça devient ennuyeux, c'est fini. Il part ailleurs, quoi. Et tu perds le gars. Et comme ça ne pouvait pas marcher pour des raisons politiques, de l'entreprise. Il faisait partie d'un conglomérat de Volkswagen Bank très conservative en Allemagne. J'ai décidé alors de créer Adorsis et d'offrir mes services, pas seulement à la Team Bank, mais aux autres. À d'autres structures. J'ai eu beaucoup de chance qu'ils m'ont permis de continuer à entretenir EasyCredit comme remerciement d'avoir été le créateur de EasyCredit. Okay. Mais bon, j'avais aussi certains bons clients qui essayaient de gagner de l'expérience de EasyCredit, donc c'était un flying start. C'était un genre sur des chapeaux de roue. Exactement. Et bon, dès que j'avais su que je devais créer, développer, me mettre à mon compte, j'ai commencé à travailler sur mon marketing personnel. Okay. Les 2 années avant que je crée cette société, okay. Je travaillais sur le marketing personnel, les publications, les conférences et ainsi de suite. Mais là, plus concrètement, quel est le cœur du métier d'Adorsis? Qu'est-ce que Adorsis fait? Bon, Adorsis, c'est une société d'ingénieurs informaticiens spécialisés dans le développement des applications web et mobiles et dans l'automatisation des processus des institutions financières. Okay. Et la majorité de nos gars ont beaucoup d'expérience avec les processus bancaires, d'assurance et ainsi de suite. Et ils ont beaucoup d'expérience technique avec le développement et l'exploitation des applications mobiles, des applications web. Adorsis stand for Adaptive Organizational Systems. Oh, ça veut dire ça, je ne savais pas. Permettre à une entreprise de rester concurrentielle par des logiciels modernes, flexibles, qui peuvent régulièrement s'adapter aux contraintes du marché. Ça, c'est l'intention d'Adorsis.